l'actualité ce 15 mars 2021, peu d'électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour le second tour des législatives en Centrafrique. Au Nigeria, 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux ont été tués dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Et puis des centaines de manifestants se sont réunis à New York pour rendre hommage à Breonna Taylor, un an après son meurtre. La jeune femme noire avait été abattue dans son appartement par des policiers de Louisville. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Les Centrafricains ont voté pour le second tour des législatives, mais aussi pour le premier dans une majorité de bureaux puisque moins d'un électeur sur 3 a eu accès aux urnes fin décembre en pleine offensive des rebelles dans ce pays en guerre civile depuis 8 ans. Globalement, le scrutin de ce dimanche s'est déroulé dans le calme. L'enjeu dimanche était faible. Le pouvoir de Faustin Archange Touadéra devrait sans difficulté conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, mais tout le monde avait les yeux rivés sur d'éventuelles violences dans les campagnes où les rebelles se sont repliés et menacent toujours, jurant de renverser le pouvoir de Touadéra. Le 27 décembre, les scrutins avaient été considérablement perturbés par l'offensive annoncée sur Bangui d'une coalition des plus importants groupes armés qui occupaient depuis plusieurs années plus de 2 tiers du territoire et avaient juré d'empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Vous voyez, je suis observateur international des élections, un peu partout en Afrique. Quand les gens votent une première fois, ils ne voient plus l'utilité de voter une seconde fois. Parce qu'ils se disent, on n'a qu'à comptabiliser leur voix. Ça, c'est une question de culture. Le scrutin perturbé fin décembre a paradoxalement permis au régime Touadéra de se renforcer en reprenant militairement du terrain depuis. L'élection présidentielle du dimanche 21 mars prochain au Congo-Brazzaville doit se faire dans la paix, la transparence et le respect des règles du jeu. C'est le souhait d'un ancien rebelle. Son nom, Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi. Il avait pris les armes après la réélection du président Denis Sassou Nguesso lors du précédent scrutin en 2016. Cette fois-ci, son souhait est que la prochaine présidentielle se déroule en paix. Le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal, pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté et dans le respect des règles du jeu démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine, de règlement de compte comme il y a de cela quelques années. 7 candidats se présentent le 21 mars, parmi lesquels le président sortant Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir. Le parti de l'ancien chef rebelle, le Conseil national des Républicains, CNR, ne présente aucun et ne soutient aucune candidature, a-t-il ajouté. Les candidats à l'élection doivent faire preuve d'amour, de grandeur, de patriotisme et de fair play. Pour l'élection de 2016, il faisait partie des rebelles. Les forces régulières avaient contre-attaqué dans un conflit à huis clos qui avait déplacé 140 000 personnes selon des sources humanitaires. Les autorités avaient finalement annoncé un cessez-le-feu juste avant Noël 2017. Le pasteur Ntoumi a regretté certains manquements dans l'application de l'accord de cessez-le-feu. L'ex-chef rebelle a présenté à la presse le chantier d'un hôpital qu'il affirme construire pour les populations de la zone. Il devrait déjà être fini, mais on n'a pas assez d'argent pour avancer, a-t-il déclaré.
J'en parlais en titre. Au Nigeria, une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, a fait 19 hommes en uniforme tués. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Plus de précisions à travers ce reportage. Encore les mois au sein de l'armée nigériane, 19 tués, soit 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux. Tous ont péri dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'est de Borno, au nord-est du pays. Nous avons perdu 15 soldats et 4 membres des JTF, milices locales, dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Goutumbali, a déclaré un officier s'exprimant sous couvert d'anonymat. 13 autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l'attaque. Le convoi d'une dizaine de véhicules se rendait dans des localités de Goutumbali à Koukaya pour prendre part à une opération militaire quand il est tombé dans une lourde embuscade selon une autre source qui a fait état du même bilan. Les victimes ont été ramenées dans la ville de Maïdougouri, capitale régionale de l'état de Borno, a précisé cette seconde source. L'un des leaders des JTF, Oumar Hari, a lui aussi confirmé ce bilan, précisant qu'un responsable de cette milice, Youssouf Baba Idriss, patron des JTF à Koukaya, faisait partie des 4 miliciens tués. Dans un communiqué rendu public, l'ISWAP, groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que les survivants ont pris la fuite. Le groupe affirme également avoir détruit 4 véhicules militaires, en avoir saisi 7 autres, ainsi qu'un grand nombre d'armes et de munitions. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, l'EI, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Débuté en 2009, le conflit a fait près de 39 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon l'ONU. Il faut dire qu'au lendemain de l'embuscade, des chefs militaires nigérians se sont rendus au chevet des soldats blessés évacués à l'hôpital de Maïdougouri. La visite surprise de réconfort s'est achevée par une adresse à l'ensemble de la troupe au sol. Plus de précisions avec le général Luki Irabor. Il est le chef du personnel de défense. On le suit. Il s'agit d'une visite écrite, d'une visite personnelle, principalement pour encourager nos hommes, pour les motiver à connaître leurs défis et à résoudre les problèmes sur le terrain. Donc c'est un endroit calme. Le rapport que le commandant nous a donné est satisfaisant et nous continuerons à les encourager parce que c'est spécialement ce que nous avons prévu. Vous savez, le contre-terrorisme est un travail en cours. Ce n'est pas un état en soi. C'est-à-dire qu'on met en place la paix, mais ce n'est pas un produit. Donc nous continuerons à y travailler et en temps voulu, chaque espace, chaque bord de terre, y compris les boules des équipes, sera contrôlé par l'autorité civile. À présent, nous vous ordonnons de dire que tous les problèmes de violence et d'insécurité, en particulier dans la zone de l'opération Lafia-Dol, doivent prendre fin. Je sais que les résultats de votre commandant et l'engagement qu'ils ont montré nous permettront d'y parvenir. Vous me le promettez, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Hors du continent africain, au moins un manifestant a été tué ce dimanche en Birmanie dans des manifestations contre le coup d'État militaire. Celles-ci se poursuivent au lendemain d'un vibrant appel à la résistance lancé par un dirigeant de l'opposition contre ce qu'il qualifie de dictature injuste. Il faut que le soulèvement l'emporte, a déclaré Man Win Kentan dans une vidéo publiée samedi soir sur la page Facebook du CPRH, un parlement fantôme constitué par d'ex-députés élus, passés à la clandestinité pour la plupart. Pour celui qui a été désigné par le CRPH la semaine dernière comme vice-président par intérim et qui dirige à ce titre le gouvernement d'union, c'est le moment le plus sombre de la nation et la lumière de l'aube est proche. Pour le haut responsable de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, il s'agit aussi du moment qui teste les citoyens pour voir à quel point ils peuvent résister à ces temps obscurs. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, des manifestations se poursuivent quotidiennement pour réclamer le retour de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi. Elles sont durement réprimées par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes,
des balles en caoutchouc, mais également des balles réelles. La répression a fait plus de 80 morts, estime un groupe local qui comptabilise les victimes. La junte dit avoir été contrainte de s'emparer à nouveau du pouvoir en alléguant de nombreuses fraudes aux élections de novembre remportées par la LND. Au moins 18 personnes ont été tuées ce dimanche. Et la télévision d'État a annoncé que la junte au pouvoir a imposé la loi martiale dans 2 communes de l'agglomération de Rangoon. Et puis aux États-Unis, 1 an après le meurtre de Breonna Taylor, une jeune femme noire abattue dans son appartement par des policiers de Louisville, les New-Yorkais se souviennent ce week-end. Ils étaient des centaines de manifestants à s'être réunis à New York pour lui rendre hommage et demander justice. Des appels à la justice et à réformer la police américaine ont une fois encore résonné ce week-end aux États-Unis, 1 an après la mort de Breonna Taylor, jeune femme noire abattue dans son appartement par des policiers de Louisville. Des centaines de manifestants se sont réunis dans cette ville de Kentucky, au centre-est des États-Unis, à l'appel de ses proches pour marquer ce premier anniversaire. On n'en a pas fini, il faut continuer à avancer, le a lancé le compagnon de la jeune femme, Kenneth Walker, qui fut témoin du drame. Le 13 mars 2020, des policiers ont fait irruption en pleine nuit au domicile de Breonna Taylor, une aide-soignante de 26 ans, dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants visant son ancien petit ami. Son nouvel ami, Kenneth Walker, a cru qu'il s'agissait de cambrioleurs et a dû tirer un coup de feu avec une arme détenue légalement. 3 agents ont riposté et Breonna Taylor a reçu une vingtaine de balles. Les policiers étaient munis d'un mandat dit « no knock », les autorisant à enfoncer la porte sans avertissement. Ils assurent s'être tout de même annoncé, ce que conteste Walker. Fin septembre, la justice de Kentucky a annoncé que les officiers ne seraient pas poursuivis pour la mort de la jeune femme. Seul l'un d'eux a été inculpé pour avoir mis en danger les voisins de Mme Taylor. Une décision jugée insultante et scandaleuse pour sa famille. Les espoirs de ses proches résident désormais dans la justice fédérale qui a ouvert une enquête en mai 2020. Le FBI de Louisville reste résolu à la mener à terme jusqu'à une conclusion appropriée, a assuré son responsable Robert Brown en faisant état dans un communiqué de progrès très important. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.